Bonjour, c'est Isabella. Je voulais simplement vous dire merci. Merci pour votre soutien qui grandit chaque jour et pour tous vos messages bienveillants. Ça me touche énormément. Si vous avez des idées ou des suggestions pour faire évoluer la chaîne, n'hésitez pas, je suis toujours à l'écoute. Encore merci à vous. Je vous souhaite un excellent visionnage. Eric, on se voit tous les 2 ou 3 mois, je dirais, et à chaque fois tu me fais une mise à jour sur les dernières nouveautés de Perplexity. Pourquoi tu ne dirais pas directement à tout le monde où vous en êtes? Comment ça se passe? Est-ce que les gens utilisent Perplexity? Et vous? Est-ce que vous l'utilisez aussi? Que vous le croyez ou non, j'ai des problèmes d'infrastructure tous les jours. Il y a énormément de gens qui utilisent Perplexity et cette utilisation ne cesse de croître, à tel point qu'on ne sait plus vraiment comment gérer cette montée en charge. On doit complètement reconstruire notre infrastructure pour passer à l'échelle suivante, un facteur 10. Donc oui, beaucoup de gens dans le monde utilisent Perplexity et merci à vous tous d'ailleurs. La prochaine étape pour nous, c'est le navigateur. C'est le pari majeur qu'on fait pour l'avenir de l'entreprise. Beaucoup de gens se demandent pourquoi utiliser Perplexity alors qu'il y a déjà la recherche classique ou d'autres apps IA. C'est vrai, ChatGPT a une bien plus grande distribution que nous. Et toutes les autres applications IA essaient désormais d'ajouter une couche de recherche. Elles intègrent toutes des sources citées et beaucoup couvrent les mêmes verticales sur lesquelles on a travaillé. Mais sur ce segment-là, on continuera à rester meilleur. Cela dit, on pense que le vrai pari, ce sont les navigateurs et les agents intelligents. On ne parle pas d'un agent totalement autonome, mais plutôt d'un assistant. Une barre unique, une omnibox, depuis laquelle on peut naviguer, poser des questions ou lancer des tâches complexes. Un assistant IA toujours présent, sur la page d'accueil d'un nouvel onglet, ou comme copilote sur n'importe quelle page web. L'idée, c'est de transformer le navigateur en un véritable système d'exploitation cognitif, pas juste un outil de navigation. Et on veut le faire fonctionner comme un cloud personnel, capable de lancer plusieurs tâches en parallèle, en asynchrone. Il irait puiser dans vos contacts, vos mails, votre agenda, Amazon, vos réseaux sociaux, et il vous aiderait dans vos recherches. Immobilier, marché financier, n'importe quoi. Toutes ces tâches tourneraient en continu dans le navigateur, ce qui n'a jamais été possible jusqu'ici. Chrome avait été révolutionnaire parce que chaque onglet fonctionnait comme un processus indépendant. Nous, on imagine que chaque requête ou chaque prompt puisse devenir un processus à part entière. Et c'est ce que notre nouveau navigateur va permettre. On concentre toute notre énergie sur ce projet. C'était censé être la question difficile que je gardais pour la fin, mais puisque tu viens d'en parler, je vais la poser maintenant. Je pense que si Sam Altman était encore sur scène aujourd'hui, il dirait: oui, c'est exactement ce qu'on fait. Et Sundar, chez Google, dirait probablement: c'est aussi la direction que nous prenons. Donc on a l'impression qu'il y a désormais plusieurs acteurs, très bien financés, qui avancent tous globalement dans la même direction. Comment est-ce que toi tu vois le paysage? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir différents cas d'usage et que vous pourrez vous approprier un segment clé que les autres ne chercheront pas forcément à dominer? Ou est-ce qu'on se dirige vers une bataille de concurrence massive? Écoute, si quelque chose vaut vraiment la peine d'être fait, il est normal que des acteurs très bien financés s'y intéressent. Perplexity a été salué comme un excellent produit, et maintenant tout le monde essaie de créer un outil capable de répondre à n'importe quelle question, avec des sources. Cursor était un super produit, et maintenant OpenAI cherche à racheter un concurrent de Cursor. Anthropic a lancé Codex, Google développe son propre outil équivalent. Donc c'est logique. Quand il y a beaucoup d'argent à gagner dans un domaine, les gens essaient de copier. Mais au final, on peut être vraiment excellent que dans un nombre limité de choses. Soit on construit de très bons modèles, soit on se concentre sur un ou deux produits vraiment aboutis. On ne peut pas tout réussir à la fois. Nous, c'est clair, c'est notre seule priorité. On se concentre sur la précision des réponses, la précision dans l'exécution des tâches et la coordination de tous ces outils différents. Et puis, construire un navigateur est bien plus difficile à copier que de lancer un énième chatbot. Cela dit, je pars du principe qu'OpenAI développera aussi son propre navigateur, qu'Anthropic s'y mettra, et que Google, qui a déjà Chrome, ira aussi dans cette direction. C'est parfaitement logique. Et dans ce contexte, le seul vrai avantage compétitif, c'est la vitesse. Il faut innover, avancer plus vite que les autres. C'est comme courir un marathon, mais à une vitesse extrême. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. On ne peut se concentrer que sur une seule chose si on veut atteindre l'excellence dans un domaine. Et pour vous donner un petit aperçu, on était en coulisses juste avant cette interview et il me montrait quelques nouveautés sur lesquelles son équipe travaille. Et là, il y avait un bug. Il a immédiatement tout arrêté pour comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas correctement. Et si on réfléchit à ce qu'un CEO classique ferait dans cette situation, il déléguerait probablement le problème à quelqu'un de son équipe. Mais là, c'est une bonne preuve qu'il fait ce qu'il dit, il est vraiment impliqué à fond. Oui, j'adore diagnostiquer et corriger des bugs. Je sais que ça peut paraître trivial. On peut se demander si c'est vraiment la meilleure manière pour un CEO d'utiliser son temps. Beaucoup de gens pensent que non. Mais récemment, certaines personnes m'ont dit: j'espère que ce genre de comportement va inspirer les autres. Et j'ai remarqué que même Sundar en ce moment fait du support de bugs directement sur X. Donc oui, je suis content si ça peut donner le bon exemple. Ok, revenons au tout début. La majorité des personnes dans le public ici sont soit étudiantes, soit récemment diplômées, ou encore en master ou en doctorat.
Je pense que ton parcours et la manière dont tu as lancé Perplexity va vraiment les intéresser, parce que c'est probablement exactement la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Alors raconte-nous, comment tout a commencé pour toi? On a lancé la boîte sans avoir d'idée très claire de ce qu'on allait construire. Ce qui est l'exact opposé de ce que recommande YC. Normalement, on commence par un projet, puis on en fait une entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA qui évolue aussi vite, il n'est pas nécessaire de s'enfermer dans une idée fixe dès le départ. Cela dit, il ne faut pas non plus changer d'idée toutes les semaines, ça c'est une erreur à éviter absolument. Il faut partir d'un point de départ, réfléchir, puis essayer de construire quelque chose tout de suite et le mettre dans les mains des utilisateurs le plus vite possible. Un des premiers outils qu'on a développé était un moteur de recherche en langage naturel pour interroger des bases de données relationnelles. Un peu comme une recherche Twitter améliorée, on pensait à quelque chose dans l'esprit de la première version de Facebook Graph Search. C'était une idée que j'avais eue bien plus jeune, et j'avais envie de la reconstruire, mais avec des modèles de langage. J'adore Twitter comme plateforme, et il n'y a toujours pas aujourd'hui de bons moyens pour y faire des recherches efficaces. À l'époque, on avait organisé toutes les données de Twitter sous forme de table relationnelle, et chaque requête utilisateur était convertie en requête SQL qu'on exécutait directement sur la base. Et ça fonctionnait vraiment très bien. C'est comme ça que tout a commencé. Mais on a vite compris qu'on ne pourrait pas étendre ça à tout le web. On ne peut pas convertir chaque site en table. Et ce n'est pas non plus simple de répondre à toutes les questions de cette manière. Alors on a parié sur les modèles de langage, qui pourraient prendre en charge le raisonnement, l'analyse et la structuration des données. Mais il fallait commencer par un format non structuré. Et c'est ce qui a fini par devenir Perplexity. Compris. Et peut-être même une étape avant que tu ne te lances pour créer l'entreprise. Comment as-tu trouvé tes cofondateurs? Et qu'est-ce qui t'a fait décider que l'intelligence artificielle et le machine learning, c'était le domaine dans lequel tu voulais te concentrer? Parce que c'était la seule chose que je savais faire, je n'étais bon à rien d'autre. Donc quel intérêt de créer une entreprise dans un domaine qui n'est pas le mien? Je n'allais pas lancer un service de livraison, ni un réseau social. Je ne suis tout simplement pas la bonne personne pour ça. La seule chose que je connaissais, c'était l'IA et le machine learning. Et c'est assez amusant. On a lancé une boîte dans l'IA, mais au départ on s'est fait un peu taquiner, parce qu'on ne formait même pas nos propres modèles. On utilisait uniquement les modèles de base, les modèles fondation. Bon, en réalité, on en entraîne beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et ça montre à quel point il faut avoir l'humilité intellectuelle de reconnaître ce qu'on sait faire et ce qu'on peut réellement accomplir avec les ressources qu'on a. Quant à mes cofondateurs, ce sont tout simplement des gens que j'aimais bien. Je les ai connus pendant mon doctorat et on a beaucoup échangé, réfléchi ensemble à des idées depuis longtemps. Je pense que les études supérieures, c'est un excellent endroit pour identifier ses futurs cofondateurs. Pas parce qu'on les approche avec un plan en tête du genre « Tiens, lui pourrait fonder une boîte avec moi plus tard », mais simplement parce qu'on discute avec des personnes passionnantes. C'est d'ailleurs, je trouve, la vraie valeur du réseau YC. Même si ta première start-up échoue, tu entres en contact avec des gens exceptionnels et certains pourraient devenir tes futurs cofondateurs. Pour moi, c'est exactement ce qu'a représenté le doctorat. Oui, c'est super. Alors, tu lances cette première version de Perplexity, qui à la base servait surtout à faire de la recherche efficace sur Twitter, c'est ça? À quel moment ça a commencé à vraiment fonctionner? À quel moment vous vous êtes dit, en interne, ok, on tient peu, être quelque chose, il faut continuer, ça vaut le coup d'explorer cette piste? Oui, tous ceux à qui on a donné un accès anticipé étaient très enthousiastes. Ils revenaient sans arrêt l'utiliser. Je pense qu'il y a un phénomène assez classique dans les produits tech. Il y a un effet waouh au début, puis dans la majorité des cas, ça retombe rapidement. Et quand ça chute complètement, c'est qu'il n'y avait en fait aucune vraie rétention. Mais dans notre cas, avec la recherche sur base relationnelle, Twitter, LinkedIn, GitHub, on voyait que quelque chose fonctionnait. Il y avait une vraie alchimie entre les modèles de langage et la recherche. Ensuite, on s'est dit, rêvons un peu plus grand, et si on donnait directement une réponse, avec les sources citées, on a lancé ça sous forme de bot Discord, et là aussi, les gens continuaient à s'en servir. Ce n'était pas juste un effet d'un jour, les utilisateurs ne l'ont pas oublié le lendemain. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé le courage de se lancer vraiment. On a lancé la première version publique 7 jours après la sortie de ChatGPT, à une époque où ChatGPT n'avait même pas encore accès au web. C'était un bon moment pour sortir quelque chose. Et d'ailleurs, la plupart des produits IA qui ont aujourd'hui du succès, comme Cursor par exemple, ont été lancés à la même période, fin 2022 ou début 2023. Donc dans l'échelle du temps de l'IA, ce sont déjà des vieux. Le vrai déclic pour moi, ça a été le soir du Nouvel An. On a eu près de 700 000 requêtes ce jour-là, et pourtant on avait tout contre nous. Un nom de produit incompréhensible, Perplexity. Personne ne savait comment l'écrire ou le partager. C'était lent, il fallait 7 secondes pour répondre à une requête. Il y avait beaucoup d'erreurs, des hallucinations. La boîte n'était connue de personne, le fondateur non plus. On avait à peine 1 ou 2 millions de dollars en financement seed. Et malgré tout ça, les gens prenaient la peine de partager des captures d'écran, même un soir de réveillon, alors qu'ils auraient pu être en train de regarder Netflix. C'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose de réel. Et à partir de ce moment, j'ai décidé de m'engager pleinement dans cette vision. D'accord. Et à ce moment-là, ce soir du Nouvel An, est-ce que dans ta tête tu t'es dit
Je suis en train de construire quelque chose qui pourrait vraiment concurrencer Google et s'attaquer à un marché aussi immense que le sien? Ou est-ce que c'était encore juste un petit jouet pour toi à ce stade-là? La première fois que cette idée m'est venue, c'était quand Google a publié un article de blog. Sundar a écrit un billet sur Bard. C'était à peu près au moment où on levait notre série A, et là tout le monde nous a dit « Bard va faire exactement ce que vous faites, alors pourquoi tu t'embêtes à créer Perplexity? Pourquoi ne pas simplement le faire chez Google? Ils ont déjà toute la distribution du monde. Pourquoi lancer un produit séparé? Pourquoi ne pas juste mettre à jour leur moteur principal? En y réfléchissant, c'est devenu évident, ils ne peuvent pas. Imagine qu'un moteur donne directement une réponse A. Quels sont les meilleurs hôtels à San Francisco avec vue sur le Golden Gate? Ou bien, où loger à New York, près de Central Park, avec de bons équipements? Ou encore, quel vol est le plus adapté pour aller de San Francisco à Londres? Et que dans la réponse, tu as des liens directs vers des réservations. Dans ce cas, comment monétiser avec Booking, Expedia, Kayak? Comment gagner de l'argent quand tous ces acteurs enchérissent sur la même pub? Même chose pour le shopping. Comment prendre de l'argent à Amazon, Walmart et les autres si tu donnes directement la bonne réponse au lieu de leur vendre une position? Ils n'ont tout simplement aucun intérêt à te donner une bonne réponse. Ce n'est pas dans leur modèle économique. C'est là que j'ai compris que Google devait effectivement créer un produit séparé, mais qu'ils ne pourraient jamais s'appuyer pleinement sur leur distribution actuelle. Et puis, en 2023, et même une bonne partie de 2024, Google n'avait à aucun moment les meilleurs modèles du marché. Leur IA était peu, être la 4e ou 5e meilleure. Ce qui veut dire qu'une start-up, en dehors de Google, avait pour la première fois accès à de meilleurs modèles que ceux de Google. C'était du jamais vu. Avant, si tu voulais construire quelque chose avec beaucoup d'IA et que tu devais concurrencer Google, tu n'avais aucune chance. Leur IA était tout simplement inatteignable. Mais aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée grâce à OpenAI, à Anthropic et au modèle open source. Ajoute à ça le dilemme de l'innovateur et le fait que nous, on peut se permettre de faire plein d'erreurs, alors que chez Google, une seule erreur fait plonger l'action. Souviens-toi de la démo en direct de Bart qui a échoué, ça a fait perdre 6% à leur action. Donc oui, on savait qu'on avait de vraies cartes à jouer. Oui, et je t'ai entendu en parler récemment. Tu sais, Google essaie clairement de développer des expériences similaires à Perplexity. Tu as d'ailleurs appelé ça le mode IA, je crois. Et eux, à chaque Google Print, ils changent juste le nom de la fonctionnalité, non? Je ne pense pas dire quelque chose de faux, non. C'est la réalité. Alors oui, ça peut paraître un peu prétentieux de le dire comme ça, mais c'est vrai. C'est exactement la même fonctionnalité qui est relancée année après année, avec juste un nom différent, un nouveau vice-président et une autre équipe, mais au fond, c'est toujours la même chose. Peut être qu'elle s'améliore un peu à chaque fois, mais elle n'est jamais réellement déployée à grande échelle. L'une des choses que j'admire chez toi, c'est à quel point tu es concentré sur l'expérience utilisateur. Tu m'as d'ailleurs raconté que tu avais un peu appris ça de Larry Page, en lisant un livre sur l'histoire de Google. Pourquoi, selon toi, est-ce que Google a perdu cette capacité aujourd'hui? C'est une entreprise bien plus grande aujourd'hui, et elle n'est plus dirigée par ses fondateurs. C'est plus difficile de prendre des risques dans ce contexte. Je pense que les gens chez Google sont excellents. Personne ici ne dirait que leurs ingénieurs sont incompétents. Ce sont des personnes brillantes. Mais tout est une question de structure d'incitation. C'est compliqué de risquer de faire baisser la valeur de ton action pour prendre une décision qui est juste sur le long terme. Honnêtement, je suis plutôt content que ce genre de dilemme existe, parce que sinon, où serait la place pour les startups? Si les startups ne peuvent pas réussir, alors les monopoles deviennent encore plus gros, et ce n'est pas bon pour le monde. Je suis vraiment heureux qu'on puisse gagner des parts de marché, et que continue aussi à sortir de nouveaux produits. Aujourd'hui, pour la première fois, les gens commencent à comparer. Avant, pour accéder à l'information, personne n'aurait songé à comparer quoi que ce soit à Google. C'était perçu comme une perte de temps, une blague. Mais maintenant, on se dit, je vais d'abord demander à cette appli, ou bien à Google, à ChatGPT, à Perplexity, à Gemini, et peut-être qu'on ne demande même plus à Google. On se tourne directement vers des apps IA. Il y a de plus en plus d'assistants IA, et les fabricants de téléphones vont finir par les proposer tous, comme options alternatives. Ce ne sera plus un moteur de recherche par défaut imposé. Je suis donc vraiment heureux qu'on évolue dans un monde où le monopole n'est, je l'espère, plus la norme. Ça crée un terrain de jeu plus équitable pour tout le monde. Tu me disais aussi en coulisses que, même si tu fais face à une concurrence de plus en plus forte, venant de plusieurs acteurs différents, quand on regarde tes chiffres, on ne voit pas vraiment d'impact. Je lis tous les commentaires sur Twitter à chaque fois qu'il y a Google I.O. Et c'est toujours les mêmes remarques qui reviennent. L'année dernière, c'était AI Overview est sorti, Perplexity est mort. Cette année, c'est iMode est sorti, Perplexity est mort. Et je lis tout ça, et honnêtement, ça me fait sourire. J'aime bien en fait, parce qu'on sent bien que les gens pensent, il n'a sûrement pas anticipé ça. Ou que dans l'équipe, on se dit, Google ne va jamais construire ce genre de truc. Mais la réalité, c'est que personne n'est réellement exposé à ces fameuses fonctionnalités. Cela dit, la concurrence est bien réelle, admettons-le. OpenAI est extrêmement bien financé,
Ils ne sont pas paralysés par les contraintes d'un géant installé. Ils veulent vraiment intégrer la recherche à ChatGPT. Et ChatGPT est de loin le produit IA grand public le plus populaire. Donc oui, c'est très difficile de rivaliser avec ça. C'est pour ça que je veux vraiment pousser la boîte dans une autre direction, le navigateur. Je pense que Comet, notre navigateur, va devenir une couche d'abstraction par-dessus les chatbots. On peut même imaginer que si tu l'autorises, toutes tes conversations ChatGPT soient injectées dans Comet et l'IA pourra en tirer parti. Plus besoin de te soucier de la mémoire, de la personnalisation ou de quoi que ce soit. Et surtout, elle pourra faire des choses qu'un simple chatbot ne pourra jamais faire, accéder à d'autres onglets, consulter ton historique de navigation, remplir des formulaires à ta place, payer tes factures, faire des achats pour toi, ou encore faire toutes tes recherches à l'avance, comme un éclaireur. Ce sont ces tâches récurrentes, automatiques, qui peuvent vraiment changer l'expérience utilisateur. Et c'est ça, la magie qu'un navigateur intelligent peut offrir. Adapter ça au mobile, en revanche, ce sera un énorme défi technique. Juste sur le plan de l'ingénierie, ça va prendre plusieurs mois, donc je ne suis pas trop inquiet. À l'idée que quelqu'un essaie de copier ça rapidement, ça prendra du temps pour tout le monde. Changer de navigateur, c'est quand même une décision assez importante pour un utilisateur. Quelles seront, selon toi, les choses que votre navigateur fera nettement mieux que Chrome dès le court terme, au point de me donner envie de basculer? Ce qu'on va offrir, c'est une combinaison parfaite entre la navigation web et l'intelligence artificielle avec des agents intelligents intégrés. Ça peut paraître une réponse un peu banale, mais personne ne l'a vraiment fait jusqu'ici. Et aujourd'hui, il y a déjà des centaines de millions, probablement près d'1 milliard de personnes qui utilisent l'IA, donc le marché est déjà immense. Concrètement, quel serait un exemple précis de la manière dont je pourrais utiliser ça si j'y avais accès dès demain? Tu pourras programmer tes réunions, répondre à certains emails que tu n'as même pas envie de lire, et faire des choses comme, imaginons, tu organises un événement, et tu dis « je veux uniquement accepter des personnes qui ont quitté Stanford ». Ton assistant peut alors parcourir toute la liste des candidatures, extraire les profils LinkedIn, vérifier s'ils viennent bien de Stanford et s'ils ont abandonné leurs études, puis les accepter automatiquement. Ce niveau de raisonnement en plusieurs étapes, c'est quelque chose que seul un navigateur IA peut vraiment gérer. Bon, je ne dis pas que ce soit un bon critère de sélection, sinon moi-même je n'aurais pas été pris, donc j'espère que tu es plus ouvert que ça. Parlons un peu maintenant de la manière dont tu diriges l'entreprise aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux dire combien de collaborateurs vous êtes actuellement? On est environ 200 aujourd'hui. Ok, donc l'entreprise grandit. Vous avez maintenant accès à des outils d'IA pour écrire du code. Est-ce que vous êtes à fond là, dedans? Vous codez tout en mode pair programming avec l'IA? À quoi ça ressemble concrètement chez vous? Je veux dire, il ne faut pas vibe codeur tout non plus. On rencontre souvent des problèmes d'infrastructure, et ce n'est clairement pas le moment d'improviser en live sur un système en production. Je tiens vraiment à ce que les gens aient une formation solide en ingénierie logicielle, en infrastructure, en système distribué. Ce ne sont pas des compétences qu'on veut remplacer. Par contre, pour le front-end et le design, on voit une adoption massive des outils IA. Tout le monde utilise Cursor. On a même rendu obligatoire l'utilisation d'au moins un outil de code assisté par IA. En interne chez Perplexity, c'est majoritairement Cursor ou un mix entre Cursor et GitHub Copilot. Côté machine learning, par exemple, certains lisent un article de recherche, prennent une capture d'écran du pseudocode, puis la chargent dans Cursor et lui demandent d'éditer les fichiers pour implémenter l'algorithme. Cursor écrit alors ses propres tests unitaires et lance une expérimentation. On passe ainsi de 3-4 jours d'expérimentation à parfois une seule heure. Et puis certains dans l'équipe ne sont pas designers, donc parfois je leur fais un retour comme ça. Je prends une capture d'écran de mon app iOS, je dessine une flèche en disant « ce bouton doit aller ici » et il la charge dans Cursor, qui génère automatiquement la modification du fichier SwiftUI. Ce niveau de modification est incroyable. La vitesse à laquelle on peut corriger un bug et déployer en production aujourd'hui est vraiment folle. Plus il y a de bugs, tant que tu peux les corriger rapidement, ce n'est pas un vrai problème. Les bugs vont toujours plus vite que les développeurs. Je suis fan de ces outils, mais ils créent aussi de nouveaux problèmes. Beaucoup ne savent même pas d'où vient le bug, ni comment le corriger. C'est pas encore parfait. Cela dit, des outils comme Cloud Code me semblent déjà plus intelligents que Cursor. Je suis très positif sur l'avenir de ces technos, mais pour l'instant il reste des limites. En discutant avec pas mal de gens ici, une question revient souvent. À mesure que les outils de code deviennent de plus en plus puissants, quelle est la vraie valeur durable d'une entreprise comme la tienne? Est-ce que ce que vous avez construit ne risque pas d'être de plus en plus facile à reproduire? Qu'est-ce que tu réponds à ce type de questions? Je pense que la marque, ça a une vraie valeur. Il existe des concurrents à Cursor, des concurrents à Perplexity. OpenAI finira par avoir son propre Cursor. Et Perplexity est déjà intégré dans ChatGPT, et pourtant ça n'a tué aucune de ces entreprises. Une fois que tu as atteint une certaine échelle, des millions d'utilisateurs, dont une partie paie, tu ne meurs pas si facilement. Tu gagnes le droit de continuer à exister, de continuer à construire. Donc oui, la marque est importante. Et le narratif est essentiel pour cette marque. Il faut expliquer aux gens pourquoi tu dois exister. Dans notre cas, c'est notre obsession pour la précision. Qu'il y ait 100 chatbots, très bien. Nous, on se concentre à fond sur le fait de donner un maximum de bonnes réponses.
On se focalise aussi sur la vitesse, le time to first token dans l'app ou sur le web, et malgré la recherche intégrée, on reste les plus rapides. On accorde aussi énormément d'importance à la manière dont la réponse est présentée. Il y a certains aspects qu'on traite avec obsession parce qu'ils nous tiennent à cœur. Et c'est ça qui finit par former ton narratif et ton identité de marque. Et si tu arrives à atteindre une distribution raisonnable, pas forcément 100 millions d'utilisateurs, mais des dizaines de millions, alors tu gagnes le droit de rester dans la course, quoi que lancent les autres. Mais tant que tu n'as pas atteint ce seuil, oui, c'est un vrai défi. Il faut s'en préoccuper. Même aujourd'hui, nous, on reste vigilants. Et la seule solution, c'est d'avancer vite et de continuer à livrer. Au-delà de la marque, est-ce que tu réfléchis à des effets de réseau qui pourraient émerger autour de Perplexity? La marque, en elle-même, génère déjà un certain effet de réseau. Les gens parlent entre eux, cela recommande. Mais aucun produit IA aujourd'hui n'a de vrai effet de réseau dans l'application, comme peut l'avoir WhatsApp par exemple. Si tu veux concurrencer WhatsApp, tu dois affronter Meta, une entreprise dont la marque est, soyons honnêtes, assez critiquée. Beaucoup de gens ne lui font pas confiance, pensant que ce sont avant tout des produits orientés pub. Et pourtant, personne ne parvient à quitter WhatsApp facilement parce que tous tes contacts, tous tes groupes, tout est là. L'IA pour l'instant n'a pas ça. Tu peux exporter ton historique ChatGPT et l'importer ailleurs sans problème. Je pense que le navigateur, en revanche, sera l'un des leviers pour créer cet effet réseau. Parce qu'il contient ton historique de navigation, qu'on peut certes exporter, mais pas de la même manière qu'un simple fichier CSV. Tu as aussi tes mots de passe, ton portefeuille, et ton agent qui te connaît, qui se souvient de toi. Il y a plein de tâches qui tournent dans le navigateur et dont tu dépends dans ta vie quotidienne et ton travail. C'est une façon de rendre le produit beaucoup plus collant, plus difficile à abandonner et de créer des effets de réseau. Surtout si plusieurs personnes utilisent les mêmes tâches automatisées et se les partagent entre elles. C'est comme ça qu'on peut passer au niveau supérieur. On a aussi l'impression que beaucoup des problèmes que vous aspirez à résoudre pour les utilisateurs vont nécessiter des intégrations ou des partenariats avec plein d'autres entreprises dans le monde, non? Et si vous arrivez à bien gérer ça, alors il y a effectivement une forme d'effet de réseau, votre produit devient très bon et un concurrent devra reconstruire les mêmes intégrations ou négocier les mêmes accords avec ses partenaires. Comment tu vois ça dans le futur? Est-ce que Perplexity va devoir signer des deals avec toutes les compagnies aériennes du monde, tous les hôtels, tous les acteurs du e-commerce? On travaille déjà avec Selfbook, qui gère toutes les réservations d'hôtels directement sur Perplexity. On collabore aussi avec TripAdvisor pour afficher les avis sur les hôtels et différents lieux. On a également des partenariats pour les cartes et on travaille avec Yelp. Pour le shopping, de nombreux marchands vendent déjà directement via Perplexity. Et on collabore avec Firmly pour permettre les achats natifs. Donc il y a déjà un grand nombre de partenariats en place. Shopify est aussi l'un de nos partenaires côté finance. On travaille avec FMP Sports, avec StatsPerform. Bref, beaucoup de fournisseurs de données travaillent déjà avec nous dans ces différents secteurs. Et on pense que ça va continuer à s'étendre à mesure que les agents vont commencer à faire des choses nouvelles. Certaines entreprises sont prêtes à devenir des serveurs MCP, d'autres pas du tout. Certaines veulent juste préserver leur site tel quel. Notre agent navigateur sera suffisamment générique pour respecter ce que souhaite chaque tiers. Au final, c'est l'utilisateur qui autorise l'agent à agir en son nom. Et même s'il n'y a pas de serveur MCP, ce n'est pas un problème. L'agent pourra juste utiliser les onglets du navigateur comme le ferait un humain. C'est ça, l'un des grands avantages du navigateur. Tu n'as pas besoin de tout miser sur le protocole MCP. Si tu t'engages uniquement dans cette vision-là, tu deviens dépendant de la qualité des serveurs tiers et des données qu'ils t'envoient. Il faut que tout soit bien structuré et que ton chatbot sache gérer toutes les exceptions. Mais si tu construis ton système en partant du principe qu'un humain naviguerait sur le site, tu gardes un contrôle total sur l'expérience et tu ne dépends pas de la qualité du code des autres partenaires. Parlons maintenant du modèle économique. Ton principal concurrent, c'est Google, et leur modèle repose sur la publicité, ce que tu as déjà critiqué comme étant un frein à leur capacité à vraiment faire ce que vous faites. Alors, quel sera ton modèle économique et comment comptes-tu le faire évoluer pour atteindre un ordre de grandeur comparable à celui de Google? Je ne sais pas si on atteindra un jour un niveau de profit comparable à celui de Google. Soyons clairs, je ne pense même pas que ce soit nécessaire. Personne dans l'histoire, même Google, n'a jamais réussi à créer un autre business avec les mêmes marges que leur moteur de recherche. Donc c'est tout à fait raisonnable d'avoir un modèle bien plus rentable que la plupart des entreprises cotées, tout en restant largement en dessous de Google. Ce qui est très encourageant pour nous, c'est le revenu issu des abonnements. On n'aurait jamais imaginé aller aussi loin avec ça. Et on pense pouvoir atteindre plusieurs milliards par an, juste avec les abonnements, ce qui est déjà un excellent business. Ensuite, il y a le modèle usage pays. Les utilisateurs paient l'agent pour accomplir une tâche ou pour des tâches récurrentes, et le tarif est basé sur chaque exécution. En gros, ils comparent le coût à ce que ça leur coûterait de payer un humain pour faire la même chose. Ça va devenir un vrai modèle économique. Je ne sais pas encore exactement comment ça va évoluer, ni quelles seront les marges. Potentiellement, ce sera plus rentable en volume que les abonnements, parce que plus de gens paieront pour ce type de service, mais les marges seront peu
être plus faible, car c'est du paiement à l'usage. Et tu dois quand même couvrir les coûts des requêtes. Avec un abonnement, tu peux avoir un utilisateur qui ne s'est pas servi du service pendant un mois entier, et ça te fait d'excellentes marges. Donc je n'ai pas encore de vision très claire de comment tout ça va se structurer, mais je suis convaincu que l'abonnement et le paiement à l'usage vont s'imposer. Enfin, il y a aussi les transactions. Si les gens commencent à acheter directement via des IA, prendre une commission sur ces achats peut être intéressant. Historiquement, les modèles à coût par acquisition, CPA, ont généré des marges bien plus faibles que le coût par clic, CPC, ce qui explique pourquoi Google n'a jamais vraiment voulu devenir une plateforme transactionnelle. Donc oui, il y a de l'argent à faire ici, probablement beaucoup, mais probablement jamais autant que Google. On va passer aux questions du public dans un instant, mais avant ça, j'aimerais connaître ton conseil pour les personnes présentes dans cette salle. Si tu étais à leur place aujourd'hui, comme tu l'étais il y a 4 ans, qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? Je dirais travailler extrêmement dur, il n'y a pas de substitut à ça. Ne partez pas du principe que vous êtes hyper malin et que vous allez réussir juste en ayant une stratégie brillante. Peu importe ce que font les grands labs de modèles IA, vous devez toujours partir du principe que si votre projet fonctionne, s'il peut générer des centaines de millions, voire des milliards de revenus, il sera copié. Les boîtes qui développent ces modèles cherchent désespérément des sources de revenus. Elles ont levé des dizaines de milliards, parfois près de 50 milliards, et elles doivent justifier ces dépenses colossales en infrastructure. Elles sont donc en quête permanente de nouvelles opportunités, et elles copieront tout ce qui marche. Il faut vivre avec cette peur, l'accepter, et comprendre que votre seul véritable avantage compétitif, c'est la vitesse et votre identité propre. Parce qu'à la fin, c'est ça que les utilisateurs recherchent. Quand on cherche une aide à domicile, on ne veut pas n'importe qui. On veut la bonne personne, pas une agence impersonnelle. Donc je pense qu'il y a une vraie force à tirer de cette peur, s'endormir avec, se réveiller avec, et s'en servir comme moteur pour rester motivé. C'est ça, la seule chose qui vous fera avancer. Vous êtes vraiment l'exemple parfait qu'il est possible de se lancer face à un géant comme Google. C'est super. Allez, passons aux questions du public. On va commencer par ce côté de la salle. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Samy et je voulais vous remercier personnellement. Grâce à vous, j'ai eu 100% dans mon cours de Theory of Knowledge. Je n'aurais jamais réussi sans Perplexity sans honte. Petite question, avec votre partenariat récent avec Nvidia pour déployer des modèles IA à travers l'Europe et les rumeurs selon lesquelles Perplexity serait préinstallé sur tous les téléphones Samsung, certaines sources comme Bloomberg évoquent une valorisation possible de 14 milliards de dollars. C'est une lourde responsabilité que d'être le moteur de recherche par défaut pour le grand public. Alors selon vous, quels sont les éléments les plus importants chez Perplexity pour éviter les hallucinations ou les erreurs dans les données qui seraient diffusées à grande échelle? Merci beaucoup. Merci. Les hallucinations, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. On construit en interne nos propres benchmarks pour pouvoir suivre et évaluer ce problème en continu. La seule vraie solution, c'est d'améliorer constamment notre index de recherche, de capturer de meilleurs extraits de pages web et de mieux structurer ces données. Et aujourd'hui, les modèles deviennent suffisamment rapides pour pouvoir faire du raisonnement en plusieurs étapes pour chaque requête, sans que cela génère trop de coûts. Et ça, c'est une autre manière très efficace de réduire les hallucinations. J'aimerais te poser une question sur le dilemme de l'innovateur. Si tu étais à la place de Sundar, ou dans celle des cofondateurs de Google, qu'est-ce que tu ferais? Comment envisagerais-tu de faire évoluer leur modèle économique, même si ce nouveau modèle était moins rentable? Autrement dit, si tu dirigeais Google et que tu devais te battre contre eux, toi-même, que ferais-tu? Franchement, je n'envie pas du tout ce poste. Personne au monde ne veut vraiment ce job. C'est un rôle extrêmement difficile. Est-ce que tu serais prêt à sacrifier le modèle économique actuel pour lancer un nouveau produit, plus pertinent, ou bien tu préférerais sortir ce nouveau produit à part, comme une entité distincte? Autrement dit, si tu étais Google, est-ce que tu construirais un concurrent de Perplexity, en dehors du moteur principal, au risque de perdre l'avantage de distribution que tu as à court terme? Honnêtement, je ne sais pas. Je peux dire tout ce que je veux, mais eux, ils ont bien plus de données sur ce que font réellement leurs utilisateurs. Et il faut le dire, il y a beaucoup de gens dans le monde qui détestent l'IA. Donc imposer de l'IA à grande échelle, à travers un canal de distribution aussi massif, ce n'est vraiment pas simple. Qu'est-ce que je ferais à leur place? Franchement, je ne sais pas. Et je n'ai pas envie d'être dans cette position non plus. Et d'ailleurs, si jamais la pub devient présente dans chaque réponse IA, vous allez détester ça, vous aussi. Donc au final, c'est une bonne chose, qu'il existe des alternatives comme la nôtre. Salut tout le monde, je m'appelle Akshat. Dans une interview récente avec Nikhil Kamath, il t'a demandé un stage chez Perplexity. Je voulais juste savoir comment ça se passe, finalement. Il est venu au bureau, il a passé quelques jours avec nous. Il n'en a pas encore parlé publiquement, donc je vais le laisser le faire lui-même. Mais oui, on a passé du temps avec lui. Ce n'était pas vraiment un stage officiel, mais on a eu de bonnes discussions. D'abord, merci beaucoup pour tes réponses franches, je les ai vraiment appréciées. Beaucoup de startups aujourd'hui trouvent une application originale, des modèles fondamentaux, fondation modèle, et construisent un produit autour de ça.
Mais si ce produit commence à marcher, les créateurs des modèles finissent souvent par intégrer cette fonctionnalité directement dans leur propre infrastructure. Perplexity est un peu confronté à ça aussi, avec de plus en plus de modèles comme ChatGPT, Gemini ou Cohere, qui ajoutent eux-mêmes une couche de recherche. Alors, comment est-ce que tu gères ce type de situation? Est-ce que tu pivotes? Ou est-ce que tu choisis de te perfectionner et de rester le meilleur dans ce que tu fais? Je dirais, choisis un domaine dans lequel tu veux vraiment être reconnu. Oui, d'autres acteurs intègrent la recherche dans leurs produits, mais nous, on veut rester les plus rapides, les plus précis. Évidemment, je ne peux pas juste dire ça et m'arrêter là. On doit aussi trouver une nouvelle stratégie et construire des produits qui n'existent pas encore. Pour nous, ce pari, c'est le navigateur. Et d'ailleurs, le navigateur et la recherche ne sont pas deux produits si différents que ça. Le navigateur, c'est en réalité une évolution naturelle de la recherche. C'est exactement ce qu'a fait Google. Ils ont évolué de Google Search vers Chrome, et c'est grâce à Chrome qu'ils sont passés de quelques centaines de millions de requêtes à plusieurs milliards par jour. Quand Google est entré en bourse, il n'avait pas de navigateur et faisait peu être 100 millions de requêtes par jour. Aujourd'hui, c'est probablement autour de 10 milliards. Le navigateur a été un élément clé de cette montée en puissance. C'est pourquoi on mise énormément dessus. Et pour moi, les agents intelligents ne peuvent exister que via un navigateur. Je crois profondément en cette vision. Si tu veux un agent mobile, que tu peux vraiment construire et déployer, sans être limité par les règles des systèmes d'exploitation, d'Apple ou de Google, qui t'empêchent d'appeler certaines apps tierces, ou exigent que chaque app expose des serveurs MCP compatibles, alors ce ne sera pas simple. Aucune app n'a envie d'être désintermédiée aussi brutalement par une IA. Donc le navigateur, c'est une manière puissante et viable de construire tout ça. Merci. Comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai tenté de lancer une start-up et j'ai échoué. Certains ont eu plus de succès, d'autres comme moi ont échoué plusieurs fois. Quand on est dans ces moments-là, quand on échoue encore et encore, qu'est-ce qu'on se dit à soi-même, en tant que CEO ou entrepreneur, pour continuer à avancer et pour s'apprendre à réussir malgré tout? Qu'est-ce que je me dis à moi-même quand j'ai l'impression que je vais peut-être échouer, c'est ta question? Oui, ou plus précisément, quand tu es dans ce moment très concret d'échec, où tout semble s'effondrer, où une fonctionnalité ne marche pas, ou qu'un bug surgit au pire moment, comment tu traverses ça? Ou même au tout début, avant que ça décolle vraiment, qu'est-ce qui te donnait l'espoir de continuer à y croire? Plutôt que par exemple retourner chez OpenAI et reprendre ton ancien poste? Je regardais simplement des vidéos d'Elon Musk sur YouTube. Non, je suis sérieux. No, I'm serious. Je peux même te dire quelle vidéo. C'est celle où il vient d'enchaîner un 3e échec d'affilée, et on lui demande ce qu'il en pense. Et il répond « Je n'abandonne jamais. Il faudrait que je sois mort ou incapable de continuer. » Donc, tu dirais que toi aussi, tu n'abandonneras jamais? Oui, j'espère rester comme ça. C'est pas facile, je pense qu'Elon tient ce cap depuis bien plus longtemps, et c'est pour ça que tout le monde le respecte. Mais il y a plein d'exemples d'entrepreneurs brillants qui ont persévéré malgré toutes les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? Faut juste continuer. Ma question concerne la durabilité de Perplexity, pas en termes de modèle économique, mais plutôt par rapport à l'écosystème du web en général. Beaucoup d'études récentes montrent que les moteurs de recherche IA, comme Perplexity, génèrent beaucoup moins de trafic vers les sites web. Alors je me demande, à quoi ressemblera le web dans 5 à 10 ans, quand tous ces sites recevront moins de visites et devront peu être fermés leurs portes? Le web pourrait devenir un endroit beaucoup plus silencieux en termes de création de contenu. Comment est-ce que Perplexity s'inscrit dans cette perspective? Et quelle est, selon toi, l'évolution du web dans ce contexte? Je pense que le web est déjà très dominé par une longue traîne et il suit une loi de puissance très marquée. Et j'ai l'impression que cette loi va devenir encore plus extrême. C'est assez évident. Il y aura certaines marques bien établies qui continueront à recevoir du trafic direct et organique. Mais ceux qui essaient de manipuler le SEO pour générer artificiellement du trafic, eux vont clairement avoir beaucoup plus de mal. Bonjour Aravind, bon après-midi. Premièrement, où traces-tu la limite entre la synthèse et le plagiat lorsqu'il s'agit de générer des rapports? Et comment évitez-vous les violations de propriété intellectuelle dans votre produit? Deuxièmement, comment gérez-vous les biais politiques ou les intérêts personnels présents dans les articles de presse et autres contenus rédigés par des humains? Je pense qu'il y a des cas où il existe une vérité objective. Par exemple, quel était le score du match NBA? Ou quel est le temps en ce moment à San Francisco? Sur ce type de requête, on ne veut jamais se tromper. Et les gens savent ce qui est vrai ou faux. Mais même dans ces cas-là, on fait confiance à des sources externes, un fournisseur de données qui suit le match en direct, la chaîne de télé qui affiche le score, ou encore Apple, Google, AccuWeather pour la météo. Donc,
Au bout du compte, tout repose sur la confiance. Et cette confiance se construit avec le temps en étant régulièrement fiable et précis. Notre approche, c'est d'afficher les bonnes données en provenance de sources qui ont gagné ce droit par leur crédibilité et leur rigueur à être visibles dans une réponse générée par IA. Maintenant, il y a aussi des sujets où il n'existe pas une seule vérité claire. Dans ces cas-là, le mieux qu'on puisse faire, c'est de présenter les différentes perspectives sans chercher à prendre position, ni à dire ce qui est juste ou faux, quand il n'y a pas de réponse unique. Est-ce que vous mesurez à quel point vous êtes précis dans ce travail? Grâce au retour des utilisateurs, d'une manière ou d'une autre? Non, on ne le mesure pas vraiment aujourd'hui. Et on devrait. Il faudrait créer un jeu d'évaluation dédié à ça. Des questions où il n'existe pas de réponse objective. Le problème, c'est que pour ce type de sujet, il est très difficile de construire une évaluation automatisée. Quelle est la bonne réponse? Quand tout est subjectif, prenons un exemple, l'origine du Covid. Il existe une multitude d'opinions différentes. On s'appuie souvent sur Wikipédia comme source, et pour un lecteur humain, on peut se dire « Ok, la réponse reprend bien ce que dit Wikipédia, donc c'est une bonne réponse. » Mais peut être que ce qu'on attend vraiment, c'est d'avoir des éléments qui ne sont pas dans Wikipédia. Et là, on a besoin d'évaluateurs humains de bien meilleure qualité. Des personnes capables de juger de la pertinence et de la profondeur, pas juste des évaluateurs basiques, comme ceux utilisés dans les plateformes de type Skylay. Donc oui, c'est un vrai défi. Très bien, je pense qu'il nous reste le temps pour une dernière question. C'est à vous. Super. Bonjour, je m'appelle Angela et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. J'ai une question sur votre stratégie de mise sur le marché. Vous avez mené une excellente campagne auprès des étudiants. C'est d'ailleurs comme ça que moi, et sans doute beaucoup d'autres, vous avons découvert. Mais vous avez aussi collaboré avec Kalshi, qui cible un public assez différent. Alors j'aimerais comprendre, comment décidez-vous à quel type d'audience vous vous adressez? Je pense qu'une des approches, c'est d'essayer d'atteindre des canaux de distribution où on n'a pas naturellement accès aux utilisateurs. Via les canaux marketing classiques, il y a énormément de gens qui n'utilisent pas Twitter ou LinkedIn, et pourtant ils existent. C'est juste que nous, ici, on vit un peu dans une bulle. Il y a d'autres entreprises plus traditionnelles qui ont une bien meilleure connexion à ces publics. Par exemple, les gens qui vont régulièrement chez Costco n'utilisent peu, être même pas l'IA au quotidien. Et si c'est ce type de public que tu veux atteindre, il faut clairement adapter ta stratégie pour aller les chercher là où ils sont. Mais en même temps, il est important de grandir par cercles adjacents. Tu veux quand même avoir un certain chevauchement entre les audiences, des personnes qui peuvent relayer ton produit par le bouche à oreille et t'aider à atteindre progressivement des cercles plus larges, moins connectés entre eux. C'est comme ça que je vois les choses. Il doit y avoir un peu de recoupement, mais ta distribution doit évoluer en permanence. Très bien. Aravin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir.